Bonjour Jean-François. Bonjour Christine. Alors Jean-François, vous étiez ancien journaliste à La Voix du Nord et vous avez également travaillé ici en tant que journaliste en mairie de Marcq-en-Barœul. J'aimerais que vous nous racontiez un épisode de votre vie qui était important, qui a marqué, en tout cas, qui a jalonné votre vie. Vous avez travaillé pour une radio, la radio Arc-en-Ciel. C'était à quelle période? Alors, la radio Arc-en-Ciel est née de l'ouverture des ondes par François Mitterrand en 1980, après son accession au pouvoir. Donc moi, je sais avoir commencé à travailler pour Radio Arc-en-Ciel au mois d'octobre de cette année, puisque le premier souvenir précis que j'en ai, c'est d'avoir annoncé la mort de Georges Brassens, qui est daté de fin octobre. Donc, à 15 jours près, j'ai commencé à travailler au mois d'octobre. Il faut dire que à l'époque, je travaillais de nuit à La Voix du Nord, ce qui me permettait de venir ici le midi pour faire des infos et une revue de presse, puis éventuellement le soir pour faire également, non plus une revue de presse, mais des infos remises à neuf, on va dire, et ceci en alternance avec un journaliste, un confrère de Nord-Éclair. Qui s'appelait, je crois, qui s'appelait Luc Ospier. Qui avait évidemment un pseudonyme, puisque à l'époque, on n'était pas censé travailler sous nos propres noms dans ce genre d'antenne, sur ce genre d'antenne. Les journaux préféraient qu'on soit discret sur le sujet. Un nom d'emprunt. Un nom d'emprunt. Alors, quelle était la particularité de cette radio Arc-en-Ciel ? Eh bien, justement, je crois on était, à ce moment-là, et ça a duré quand même un petit moment, la seule radio à utiliser des journalistes. Parce qu'il y avait une volonté, non pas de faire une radio FM musicale, mais de faire une radio, ce qu'on appelait les radios généralistes, à l'exemple des périphériques nationaux comme Europe 1 et RTL. Et ici, ce qu'on voulait, c'était plus concurrencer, entre guillemets, Fréquence Nord, aujourd'hui France Bleu Nord, que de concurrencer les autres radios musicales, purement musicales, comme Énergie, comme Contact, qui sont nées à ce moment-là, mais avec un objectif totalement différent de celui de Radio Arc-en-Ciel. Et au fur et à mesure donc, où on s'est développé, en dehors des infos, et on a développé des magazines à l'image des radios généralistes, et on pouvait faire des interviews l'après-midi, là, dans un programme qui était ouvert. Si on avait l'occasion de recevoir une personnalité importante, eh bien l'antenne était ouverte à la disposition, et non pas, c'est bien sûr pas nous qui imposions nos horaires et nos décisions. On travaillait beaucoup à l'époque, il faut le dire, il faut le remercier, avec le créateur du Furet du Nord, Jean Calins, qui faisait venir à la radio des gens qui venaient en dédicace au Furet. Et il essayait, quand les gens acceptaient, de les faire venir pour que nous puissions faire des interviews assez longues. Et il faut savoir que par le biais de Radio Arc-en-Ciel, la mairie a quand même vu passer dans ses murs des gens de la dimension de Jean Dutour, l'académicien, de Françoise Giroud, la fondatrice de l'Express avec Jean-Jacques Servan-Schreiber. Et disons que moi, à titre personnel, j'ai eu la chance de faire les interviews, entre autres, de ces deux personnalités. Et c'est bien sûr des souvenirs formidables. Je crois que sur la page Facebook qui s'appelle Radio Arc-en-Ciel, on peut retrouver un certain nombre de photos, des souvenirs. Oui, parce qu'il y avait toujours quelqu'un pour venir faire des photos, et le photographe de la mairie, j'ai dans mes collections personnelles quelques photos, même d'artistes qui sont venus. Mon fils, qui était jeune à l'époque, était très content parce que son père avait été photographié avec Pia Zadora, qui a fait un tube avec Jermaine Jackson, le frère de Michael Jackson, et elle était venue aussi. Ça ne se limitait pas aux gens de la littérature ou de la politique. Il y avait aussi, j'ai interviewé aussi Yves Simon. On a fait des choses. Enfin, moi, j'ai conservé. Et tous les noms que je vous cite là, ça s'est passé ici en mairie. C'était avant que la radio ne déménage. D'accord. Parce qu'il me semble qu'en fait, la particularité aussi de cette radio, c'était d'être abritée ici dans le grenier de l'hôtel de ville. Voilà, c'était sous les combles de l'hôtel de ville, au même niveau que les archives, avant qu'elles ne regagnent la médiathèque, la corderie. Et effectivement, ça avait été construit un studio. Et c'était, je pense que tous les gens qui ont connu cette première période, on dirait les historiques en termes politiques, mais tous les gens qui ont connu cette première période en ont gardé un très bon souvenir. Et peut-être que l'ambiance a été particulièrement chaleureuse, particulièrement conviviale dans les locaux de la mairie. Les gens qui ont apprécié cette première période, puis la sensation de créer quelque chose, bien sûr, ont été
plus déçu. Disons, on a beaucoup moins investi, je pense. L'autre radio, c'est devenu l'autre site, hein, ce qui est devenu la maison de l'enfance de Marc. Je crois qu'il y avait une dimension. Les gens, là ici, il y avait moins de surface, et donc il y avait une communauté qui était plus forte ici, je pense, qu'elle ne l'a été là-bas, même si ça a continué encore pendant quelques années à bien fonctionner. Puis comme toute institution, on naît, on vit, on meurt. Oui. Alors, une dernière question, Jean-François. C'est l'anniversaire de l'Hôtel de Ville, 80 ans. Pour vous, que représente cette bâtisse ? Bien, je ne suis pas de la métropole lilloise d'origine, et j'ai découvert la ville de Marc. J'ai fait mes études à Lille, mais j'ai découvert la ville de Marc parce que ma première épouse habitait à 100-150 mètres de l'Hôtel de Ville. Donc, je me suis marié à l'Hôtel de Ville de Marc, donc c'est déjà en soi un événement important. Et je pense que cette mairie et son évolution représentent tout à fait ce qu'est la ville de Marc, c'est-à-dire une ville qui a voulu montrer qu'elle était une ville importante, comme on les construisait à l'époque, dans les années 30, et puis qui ensuite a su, je pense, sous l'impulsion très forte de Serge Schall, surtout dans les années 50-60, quand la crise industrielle a fait perdre à Marc nombre de ces industries anciennes, les filatures, tout ce qui avait trait au textile. Hein. Je pense que là, Serge Schall a très bien vu le tournant qu'il fallait prendre, le tournant du tertiaire, et bien l'annexe de la mairie, l'extension de la mairie, et l'exemple de cette modernité, et maintenant cette mairie complète, représente à la fois le passé de Marc-en-Barœul, avec cette bâtisse telle qu'on les faisait dans les années 30, comme toutes les grandes mairies, la mairie de Lille, enfin toutes ces grandes mairies, Roubaix, voilà, ce sont des mairies telles qu'on les faisait à l'époque. Et puis derrière, eh bien, il y a cette annexe qui maintenant, cette extension qui est à la disposition d'un public différent et avec des méthodes différentes. Et je crois que ça a été la grande force de Marc-en-Barœul, c'est d'avoir su, à travers ces deux mairies, une seule et même mairie, mais deux mairies différentes, avoir su ainsi évoluer au fil des années. Merci Jean-François pour ce beau témoignage. De rien, Christine, ce fut un plaisir.